Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc, il est 18 h. Bienvenue dans cette édition du journal de la rédaction. Nous sommes le mercredi 15 septembre 2021, au sommaire ce soir. Jour J pour l'obligation vaccinale pour les soignants. Depuis ce mercredi matin, les personnels de santé non vaccinés peuvent être suspendus de leurs fonctions. Ils ne toucheront donc plus aucun salaire. Un rassemblement de protestation avait lieu à Chambéry devant la préfecture de Savoie. Et puis direction Megève, si la réputation de la station n'est plus à prouver, beaucoup ignorent peut-être l'existence d'Henri-Jacques Lemesme. Cet architecte est à l'origine de la modernisation des chalets qui font aujourd'hui la renommée du village. Reportage complet dans ce journal. Je vous lisais en titre, ce 15 septembre marque la date officielle de l'entrée en vigueur de l'obligation vaccinale de tous les professionnels de santé. Pour pouvoir continuer à exercer et toucher leur salaire, les soignants doivent au moins avoir reçu une dose de vaccin contre la Covid-19. Ce mercredi, une grosse centaine d'entre eux non vaccinés s'est rassemblée à Chambéry devant la préfecture de Savoie pour protester contre les premières sanctions. Je vous propose d'écouter le témoignage de cette aide-soignante suspendue. À partir d'aujourd'hui, on est suspendu. J'ai encore des congés à prendre, ce qui me permet, heureusement, mes chefs m'ont permis de poser ces congés pour gagner le maximum d'argent que je peux jusqu'à la fin. J'ai l'impression de tout perdre. J'ai bossé pour avoir mon diplôme. J'ai bossé 12 ans dans cette maison de retraite. Je sais bien que ça ne vient pas de mes chefs, ça vient du gouvernement. Mais là au jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression d'être écrasée. J'ai l'impression qu'on me marche dessus et qu'on ne me respecte pas. Tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, pour nos résidents, pour les aider, même en phase Covid, dans les 2-3 premiers confinements, on était là, on nous applaudissait tous les soirs. Et là, maintenant, c'est terminé. Maintenant, on nous écrase. Limite, si on ne vient pas nous dire à chaque fois comme quoi, mais pourquoi vous ne vous vaccinez pas? Mais parce qu'on a des droits, on est là. Et maintenant, on se bat. La culpabilité, non, parce que même nos patients, ils le comprennent. Là, au jour d'aujourd'hui, ils nous soutiennent. On a peur pour eux parce qu'on sait très bien que le fait de s'arrêter là au jour d'aujourd'hui, il y aura moins de soignants auprès d'eux, mais ils le comprennent et ils nous soutiennent. En Pays de Savoie, les moniteurs guides de pêche ont leurs habitudes dans les cours d'eau et les rivières des départements savoyards. Rares sont ceux qui organisent des stages de pêche sur le lac Léman. Jean-Paul Crespi a rencontré l'un d'entre eux, Ludovic Brier, moniteur guide depuis 2003, a pour unique objectif de transmettre sa passion de la pêche et la sauvegarde de l'écosystème lémanique, qui est à ses yeux une véritable richesse naturelle. Reportage. Pour les pêcheurs en bateau, le lac Léman protège sa vie dans ses profondeurs et ses nombreux secrets de pêche. La difficulté consistant à localiser des poissons actifs dans cette immensité, des poissons souvent pélagiques et combatifs, qui demandent une longue approche pour être capturés. Guide et professionnel de l'enseignement depuis 2003, Ludovic Briet parcourt et partage avec assiduité cette étendue lacustre avec ses élèves, amateurs et passionnés pour des pêches à la perche, à l'omble chevalier, au corégone et au brochet. Une pêche sportive et éducative, une pêche pour acquérir les bons gestes techniques, enrichir ses connaissances, gagner en autonomie et passer un très bon moment en pleine nature. On peut pêcher 1 heure, 2 heures, 3 heures, mais les gens qui viennent me voir, ils viennent pour une soif d'apprentissage aussi, de mieux réussir leur sortie, c'est-à-dire comprendre pourquoi ils font ou pas du poisson. Parce que c'est ça la vraie question pour être un vrai pêcheur. Après, oui, c'est une grosse partie de transmission. Alors même si moi, je suis dans le cadre de mon métier, je suis rémunéré pour le faire, mes savoirs et mes savoir-faire sont transmis. Donc en fait, je lègue aux gens qui viennent me voir ce que j'ai pu apprendre, ce qui m'a enrichi au fur et à mesure des années de pratique. Voilà, ça fera dans quelques années un demi-siècle que je pêche quand même. Et donc ça me permet de leur apporter des choses pour qu'ils puissent s'exprimer eux, voir les capacités qu'ils ont pour être en pleine nature et voilà, se faire plaisir, évoluer. S'il insiste sur la fragilité de ce milieu exceptionnel, ces stages de pêche s'apparentent à de longs apprentissages, respectueux du milieu halieutique, une transmission souhaitée des savoirs et des savoir-faire, piliers de son métier de moniteur guide de pêche. J'ai une pratique qui correspond à la nature, c'est-à-dire qu'on est pêcheur, on aime la nature, on n'est pas forcément là pour venir taper dans une ressource qui serait inépuisable. On est là aussi pour profiter, qu'on soit sur le lac ou en rivière, on voit des espèces différentes. On voit les végétaux qui bordent les rivières ou même là, les essences d'arbres qu'on a au bord du Léman. C'est aussi une bulle dans notre société qui avance tout le temps. C'est pour ça que j'insiste bien sur ce côté nature, c'est qu'on revient là, avec une personne, la personne que je suis, qui est là pour essayer de donner un maximum d'atouts et de réouvrir des petites portes chez les gens
qui vont leur permettre de profiter de cette journée-là, de comprendre ce qu'ils font et surtout là où ils sont. On est immergé en pleine nature. Voilà, si je peux très simplement le définir. Pêche au carnassier, brochet et perche, pêche des salmonidés, corégones et omble chevalier, en initiation ou en perfectionnement, son seul objectif est de transmettre sa passion à ceux qui souhaitent embarquer à ses côtés. Une indépendance, une complicité de vie halieutique pour découvrir, tout en le respectant, un espace naturel qui protège en dessous de sa surface tous ses secrets. Regarde, les torpilles. On part en montagne aussi. Pour beaucoup, Megève est une station de sport d'hiver très connue et réputée. Henri-Jacques Lemesme l'est beaucoup moins. Il est pourtant l'architecte qui a modernisé de fond en comble les chalets traditionnels du village pour les rendre pratiques et agréables à vivre. Petite visite avec Luc Caruche qui a arpenté les rues de la commune pour nous raconter comment Megève s'est transformée en station UP dès les années 20. Avant de devenir une station de ski mondainement reconnue, Megève n'était autrefois qu'un simple village de montagne. Un village constitué de vieilles bâtisses agricoles, typiques du début du XXe siècle. L'habitat traditionnel à Megève, en Haut-Val d'Arly, c'est ce genre de bâtisse. C'est une ferme individuelle, soubassement en pierre ramassée et charpente de ferme à colonnes. Toit à double pan et une très grande cheminée au-dessus qui permettait de faire sortir les fumées. Toute la partie supérieure, la grange, c'était pour mettre un maximum de foin, un maximum de réserve pour passer ce foutu hiver. Parce qu'à l'époque, on n'aimait pas l'hiver. Il fallait qu'il y ait le moins de neige possible, qu'elle vienne le plus tard et qu'elle fonde le plus tôt. C'est pourtant la baronne de Rothschild qui décide au début des années 20 de faire de Megève un lieu agréable en plein hiver. En s'inspirant de Saint-Moritz en Suisse, elle fait appel à l'architecte Henri-Jacques Lemesme pour construire le chalet de demain, un lieu moderne, chaleureux et surtout pratique. On imagine les skieurs clients d'Henri-Jacques Lemesme arriver à ski, rentrer par cette ouverture voûtée, tout de suite trouver les commodités, buanderie, rack à ski pour ranger les skis, monter l'escalier pour arriver au living room, pouvoir prendre l'apéritif sur la grande terrasse soleil couchant puisqu'elle était plein sud, et ensuite rentrer dans le living room et faire un bon dîner avec amis et collègues skieurs de la journée. En créant une centaine de chalets, Henri-Jacques Lemesme a ainsi modernisé en profondeur les rues de Megève. Henri-Jacques Lemesme était novateur tout en gardant un certain ancrage. Il a gardé les lignes architecturales des vieilles maisons, mais tout en utilisant des matériaux nouveaux, en utilisant des idées nouvelles. Et c'était le must d'avoir ce genre d'habitation ici à Megève. L'architecture d'Henri-Jacques Lemesme à Megève, elle est assez typique. Elle a repris les grandes caractéristiques architecturales de notre habitat traditionnel et en le modifiant pour l'adapter au développement des sports d'hiver. Les clients d'Henri-Jacques Lemesme demandaient d'avoir l'arrivée et le départ au chalet ski au pied. Ils voulaient avoir des grandes ouvertures pour pouvoir admirer le paysage de Megève depuis l'intérieur. Ils voulaient avoir une grande terrasse bien orientée plein sud pour avoir le soleil couchant et donc faire l'apéritif. Ils voulaient avoir aussi un très grand living room pour pouvoir inviter et faire des grands dîners. Et ils voulaient aussi avoir de nombreuses chambres pour pouvoir inviter des amis. C'était un luxe à Megève d'avoir un chalet Lemesme. C'était une mode. Et ils rivalisaient aussi d'inventivité pour avoir le plus beau chalet Lemesme. D'ailleurs, ils ont tous des volets de couleurs différentes parce que j'habite au chalet rouge et blanc, j'habite au chalet au volet vert, etc. Voilà comment on se repérait et comment on s'invitait de chalet en chalet. Aujourd'hui, la tendance à Megève tend désormais vers la construction de gigantesques chalets en bois. Cela met ainsi en péril les maisons signées Henri-Jacques Lemesme, elles qui ne sont pour l'instant pas protégées par un plan d'urbanisme. On passe à mon invité du jour, Jean-Baptiste Robineau. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder quelques minutes. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes le président d'Handisport Annécien et vous êtes présent sur notre plateau pour nous parler de l'opération Annecy-Court pour Handisport 2021. Tout à fait. Alors merci aussi de nous avoir invités. Annecy-Court donc est organisé par l'association Handisport depuis de nombreuses années. Et le but, c'est de courir. Courir pourquoi ? Pour récolter des fonds. Et des fonds pour quoi ? Pour financer notre matériel et toutes les activités pour des personnes à mobilité réduite. Alors comme l'année dernière, c'est donc une course virtuelle qui est mise en place à cause du contexte sanitaire. J'imagine qu'il doit y avoir pas mal de déceptions. Alors oui, on est tous déçus quand même depuis l'année dernière. Alors l'année dernière, en fait, ça a été annulé finalement pas véritablement à cause du Covid, mais simplement parce que le parc des sports était fermé pour raison de sécurité.
Et donc il a fallu imaginer un autre modèle. Et donc cette Annecy-Court virtuelle en fait, a germé dans nos esprits en fait. Comment elle est née justement cette course, cette opération? Alors ça c'est très très vieux en fait. Annecy-Court, historiquement c'était d'autres associations ou la ville qui s'en occupait. Et maintenant en fait c'est le handisport qui a récupéré toute cette activité, toute cette organisation depuis maintenant pas mal d'années. Ouais. Alors très concrètement, comment est-ce que ça va se passer? Ça commence donc samedi 18, ça dure jusqu'au 26 septembre. Comment est-ce que ça va se passer? Comment est-ce qu'on fait pour participer? Alors donc habituellement quand c'est Annecy-Court, on court autour du parc des sports. Sur la piste d'athlétisme. Sur la piste d'athlétisme. On compte les kilomètres et à la fin, on recense les kilomètres parcourus. Donc là, vu qu'on ne court pas autour d'un stade, eh bien, chacun va courir chez lui, dans son jardin, au bord du lac, en montagne, en famille, avec des copains, avec les clubs. Et il ira se connecter sur la plateforme unautresport.com. Il va renseigner ses kilomètres parcourus. Et comme ça, on arrivera à un record virtuel de kilomètres parcourus. Et chaque kilomètre se transforme en don pour l'association. Ça permet d'avoir, j'imagine, on voit quelques photos là, d'avoir des panoramas un peu sympas pour quand on est en train de se prendre en photo au moment où on est en train de courir. Ah oui, ça alors, change de la piste de l'athlète. Là aussi, chacun peut se photographier en situation. Nous relayerons nous de toutes ces activités et toutes ces photos, bien entendu. Et ça peut faire des photos assez sympas. Ouais. Chacun peut être original dans son activité. Ouais. Ouais. Alors c'est ouvert à tous? Tout le monde peut courir? Voilà, c'est ouvert à tous. Il faut le faire en famille, entre copains, entre clubs aussi. Tous ceux qui font des compétitions ce week-end, qui n'hésitent pas à recenser leurs kilomètres parcourus et les inscrire sur la plateforme unautresport.com. Alors vous l'avez dit, à la fin, donc, ces kilomètres sont transformés en argent. Chaque kilomètre représente une somme. L'argent récolté, il va servir à quoi? Est-ce que vous savez très précisément déjà à quoi il va servir? Oui, alors l'argent, donc Handisport Annécien a toujours, depuis une cinquantaine d'années, financé des activités pour les personnes à mobilité réduite. Donc concrètement, ça nous permet d'acheter du matériel. Ça peut être des vélos handi-bike, des vélos sur route. Ça peut être des vélos qui permettent d'aller en tout terrain et de parcourir les massifs, de descendre des pistes comme des VTT en fait. Ça permet d'acheter aussi du matériel pour le ski. Et ça permet aussi de financer toutes les activités que l'on propose, comme la nage, l'aquagym, du basket fauteuil, du foot fauteuil, même de la plongée sous-marine. Voilà. En fait, il n'y a pas de limite. Simplement, le financement de toutes ces activités, eh bien, ces dons nous permettent de les financer. En fait. L'année dernière, plus de 6100 participants, 26 km parcourus au total. J'imagine que l'objectif, c'est de battre ces deux scores. Voilà, 26 000 km. 26 000, pardon. Oui, Ouais, 26, ça me paraît beau. Bien sûr. Plus on est nombreux, mieux c'est. Et plus ça se transforme en dons. Mais à propos de dons aussi, j'en profite parce que sur le site Un Autre Sport, vous inscrivez vos kilomètres. Il y a aussi une possibilité de faire un don directement. Voilà, votre générosité peut être mise à contribution et profitez-en pour aider l'association, une association locale. Donc allez-y et vous aurez droit à un reçu fiscal en plus de ça. Donc, un mot sur l'association dont vous êtes le président, oui. Handisport Annecy. Cette association a fêté ses 50 ans en 2017. Elle regroupe environ 80 adhérents. Voilà, on dépend de la Fédération française de l'handisport, qui est nationale, qui elle se décline au niveau régional et au niveau local. Voilà, c'est une association qui fonctionne et qui a pour but d'aider les personnes en situation à mobilité réduite de faire du sport. En fait, on leur permet de faire du sport. Les Jeux paralympiques viennent de se terminer du côté de Tokyo avec une belle razzia niveau français, une belle moisson de médailles. Vous avez le sentiment, vous qui côtoyez ce monde, que le regard a changé ou est en train de changer par rapport aux athlètes paralympiques? Alors la couverture médiatique, c'est vrai, de ce genre d'événement est très importante. Ça permet aussi de dire que l'association, quand elle peut aussi, elle aide des sportifs de haut niveau à faire leur sport en fait. Donc cette couverture médiatique, oui, permet de se rendre compte de ce que c'est que le milieu du handicap, des difficultés de pratiquer le sport, du matériel dont on a besoin. Voilà, donc plus on en parlera, mieux ce sera, bien sûr. On aura d'ailleurs sur le plateau la semaine prochaine une athlète qui a participé aux Jeux paralympiques de Tokyo et j'ai pu rencontrer également de mon côté Thomas Jacobs, qui fait du para-badminton. Merci beaucoup Jean-Baptiste Robineau. Je rappelle les dates, donc c'est du 18 au 26 septembre. On s'inscrit sur une plateforme. unautresport.com et on compte sur vous. On espère évidemment que tout le monde répondra présent. Merci beaucoup. Merci.
On reste dans le domaine de la solidarité, annulée puis réduite à une version strictement digitale en 2020. La course caritative Odyssea retrouve un fonctionnement plus normal cette année. Le rendez-vous est fixé à ce samedi 18 septembre au parc du Vernet en plein cœur de Chambéry pour une journée de fête pour la bonne cause. On écoute quelques précisions de Colline Deria, la coordinatrice locale. L'objectif cette année, c'est qu'on puisse tous se retrouver en présentiel. On a vraiment tout mis en œuvre pour que ça ait lieu samedi prochain au Parc du Vernet. On est vraiment content d'accueillir un maximum de personnes pour les femmes malades et puis que tout le monde puisse se retrouver, que ça soit la fête à nouveau au Parc du Vernet samedi 18 septembre. Comme les autres années, donc on a toujours 3 courses et marches. Donc un 8 km chronométré à 14h30, un 2 km famille et enfants à 16h et le 4 km marche ou course à 18h. Et autour, on a plein d'animations, donc bien sûr les échauffements collectifs. Il y a aussi des cours de sport, du yoga, du pilates dès 10h au Parc du Vernet. Donc vraiment tout le monde est invité à venir. C'est des cours gratuits ouverts à tous. Il y a des food trucks, il y a un espace pique-nique, un espace enfant. Donc vraiment, on veut que ça soit la même fête que d'habitude. Et l'objectif, c'est de récolter un maximum de fonds pour aider les femmes qui sont malades d'un cancer du sein. Et l'intégralité des dons et des inscriptions sont reversées à Chambéry. On choisit vraiment les projets et les associations. Donc c'est transparent. Vous dépensez 13 €, vous savez que ça aidera vraiment les femmes malades sur des soins de support, donc de l'esthétique, des cours de sport, des massages, voilà, vraiment du bien-être pour les femmes malades. On avait fait une très très belle année en 2019 qui était l'année record avec 120 000 € reversés. On a été un peu stoppé dans notre élan parce que 2020 s'annonçait vraiment exceptionnel. On a quand même réussi à reverser 55 000 €, donc ce qui n'est pas négligeable. Et cette année, on espère qu'il y aura un nouvel élan, une nouvelle générosité des Savoyards et des Chambériens. Une dernière information à vous donner avant de se quitter. Météo France vient de placer la Haute-Savoie et la Savoie en vigilance orange pour les prochains 24 heures, puis inondation. Des cumuls de précipitations pouvant atteindre jusqu'à 120 mm de pluie sont attendus jusqu'à jeudi matin. La plus grande prudence est donc de mise. Cette vigilance orange est prévue jusqu'à 16 h ce jeudi. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe pour la préparation. Tout de suite, la météo avec Thierry Paume. Jeudi, vous retrouverez Emmanuel Jaude pour le journal. On se quitte avec des images du Jet Cycle, cet objet volant d'un nouveau genre. La première compétition a eu lieu ce week-end sur le lac d'Annecy avec 2 formats de course au programme, un sprint et une régate. Passez une très belle soirée. Prenez soin de vous et de vos proches.